Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette cinquième rencontre du cycle de séminaire philo-juridique de l'Université de Poitiers, que j'ai le plaisir de coordonner et d'animer avec Alexis Puquier, qui est maître de conférence en philosophie morale et politique à l'Université de Poitiers. Tout comme moi, je suis maîtresse de conférence en droit privé et sciences criminelles au sein de cette belle maison. Avec Alexis, aujourd'hui, on a le très grand plaisir d'accueillir une enseignante chercheuse, collègue, donc juriste pour le coup, qui est Camille Drouillet. Camille Drouillet, nous te souhaitons la bienvenue, nous te remercions de nous faire le plaisir et l'honneur d'intervenir aujourd'hui sur un très beau thème qui, je pense, est intarissable. Et c'est plus qu'un thème, c'est une question en réalité qui, je pense, intéresse tout autant les philosophes que les juristes. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette question a été choisie dans le cadre de ces séminaires. Mais aussi, au-delà de ça, tout citoyen, je pense, hein, tout être qui est assujetti à du droit est en droit de se poser cette question. Et cette question, c'est donc, faut-il désobéir à la norme illégitime? C'est la question que Camille Drouillet va nous présenter aujourd'hui. Elle va tenter de nous apporter des pistes de réflexion et de réponse à cette question assez vertigineuse, il faut le dire, et complexe. Avant cela, je vais très rapidement quand même vous présenter l'esprit du séminaire et aussi notre intervenante. Tout d'abord, Camille Drouillet, il faut savoir donc qu'elle est docteure en droit de l'université de Pau, qu'elle est donc enseignante-chercheuse rattachée au CRAJ, le Centre de recherche et d'analyse juridique, et donc elle est maître de conférence en droit privé et sciences criminelles. Il faut remettre en perspective son intervention, en réalité aussi, avec le colloque, les rencontres de Thémis et Sophia, qui devaient avoir lieu donc en mars dernier à l'Université de Poitiers. Nous avions invité Camille à présenter ses travaux à cette occasion. Et pour tout vous dire, ce colloque, cette première édition de colloque consacrée à la philosophie du droit à l'Université de Poitiers a été pénalisé puisque le premier confinement est intervenu seulement quelques jours avant la date du colloque. Donc c'est pour cela que on a réintroduit les travaux de nos auteurs, de nos enseignants-chercheurs, dans le cadre du colloque consacré à la normativité et à la légitimité, au sein du cycle de séminaires philo-juridiques. Sachant que autant le colloque que les séminaires philo-juridiques sont principalement à destination des étudiants de la double licence droit et philosophie de l'université de Poitiers. Donc aujourd'hui, on a toutes les promotions réunies ou presque. Peut-être que les L2 ne seront pas là, mais auront la possibilité de rattraper le séminaire grâce au podcast qui sera ensuite mis à disposition et on communiquera sur la diffusion. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc l'idée, c'est de se faire se rencontrer le droit et la philosophie au travers donc de sujets et de thématiques qui appellent le regard du philosophe et le regard du juriste. Et aujourd'hui, donc c'est un plaisir d'avoir le regard du juriste au travers de l'analyse de Camille Drouillet. Et je tiens à dire qu'à la suite de l'intervention de l'exposé de Camille, va reprendre la main Alexis Puquier pour que le regard du philosophe puisse venir à la rencontre de celui du juriste pour animer les échanges, tout simplement, pour faire se croiser les disciplines. Et évidemment, ce temps d'échange qui sera animé par Alexis, sera aussi l'occasion pour les étudiants de la double licence, mais aussi pour tous les autres étudiants, les collègues qui seraient connectés avec nous, tous ceux qui nous écoutent, de poser des questions via le chat. N'hésitez pas, elles seront relayées, puisque Alexis, si tu me le permets, je ferai la modératrice, je ferai remonter des questions, comme ça te permettra d'animer confortablement les échanges avec Camille. Donc, cela étant dit, sans plus tarder, je vais arrêter le partage de contenu et laisser la parole à Camille Drouillet pour son intervention, dont j'ai hâte de saisir les subtilités que je sens déjà poindre. Merci beaucoup. Merci Anne. Alors bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, même si ce parmi vous, bien sûr, implique un ordinateur
une caméra, un micro et puis une bonne connexion Internet. Alors avant toute chose, bien sûr, hein, je voulais remercier alors Ania en particulier pour avoir pensé à moi l'année dernière pour intervenir donc lors de ce fameux colloque qui certes n'a pas pu avoir lieu, mais Ania a fait preuve de beaucoup d'adaptabilité et on a permis de le concrétiser autrement et aujourd'hui. Et puis merci aussi hein, Alexis Cuquier hein, que je rencontre aujourd'hui d'avoir suivi Ania et de me permettre donc d'intervenir ici et puis d'échanger sur cette question. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est à cette question, interrogation, qu'il nous faut répondre, ou qu'il me faut répondre. Finalement, ça me revient. Faut-il désobéir à la norme illégitime? Bon. L'interrogation est délicate, comme l'a souligné Ania. On partira peut-être bien des termes du sujet, hein, dans une démarche assez classique et peut-être un petit peu scolaire, mais finalement qui fonctionne bien. Si on regarde la légitimité et le droit, on se rend compte qu'ils entretiennent des rapports étroits. Puisqu'en fait, le terme de légitimité puise ses racines dans le latin lex et donc se rapporte dans un sens strict à ce qui est conforme à la loi. Donc la légitimité, ça serait ce qui est conforme à la loi et donc au contraire serait illégitime, ce qui est contraire au droit. Alors envisager que la norme puisse être illégitime, a priori c'est un non-sens, parce que la norme, elle ne peut être que conforme au droit. Cette première acception, hein, au sens strict, renvoie en réalité au mode d'élaboration de la règle de droit et à la validité du processus qui permet de créer les lois. La norme, en fait, elle est légitime dans cette première acception dès lors qu'elle est édictée suivant des règles prédéfinies, dès lors qu'on respecte en fait le processus constitutionnel d'élaboration du droit. Donc finalement, ça renvoie à un examen de la légalité. Donc on le pressent, hein, ce premier sens, c'est pas celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Ici, on retiendra une définition plus large de la légitimité qui va s'exercer du coup dans le contexte d'un état de droit où le mode de production des normes est assuré et où globalement on ne le remet pas en cause. C'est pas, on posera pour postulat finalement cet état de droit et cette validité de la procédure normative. Donc dans un deuxième sens, la légitimité, elle comprend une dimension morale. Et légitime, ce qui est équitable, ce qui est explicable par le bon droit, le bon sens, par la raison. Et le légitime, finalement, dans cette conception, il renvoie au juste et il renvoie à une perception morale de la norme. Donc là, effectivement, hein, le sujet, cette interrogation, elle prend tout son sens parce que la norme, elle peut être illégitime en ce qu'elle ne paraît pas légitime, en ce qu'elle ne paraît pas juste aux yeux des citoyens, aux yeux des sujets de droit. Donc dès lors émerge l'idée hein, que si la norme est illégitime, le sujet de droit peut envisager de s'y soustraire et donc d'y désobéir. Pourtant, ça ne va pas de soi. Puisque admettre qu'il est possible de désobéir à une norme illégitime suppose que la raison humaine soit en mesure de détecter l'illégitimité. Cela repose donc sur un postulat qui est celui de la connaissance par l'individu, en son fort interne, de ce qui est juste, hein, de ce qui est moralement admissible, et donc au contraire de ce qui ne l'est pas. L'homme doit donc, dans cette perspective, avoir accès non seulement aux droits positifs, mais aussi à des principes supérieurs, qui lui dictent les conduites qui sont moralement admissibles. Finalement, pour le dire autrement, il faut un étalon valeur qui ressemble au droit naturel. Il s'agit donc de déceler le droit positif illégitime et justifier la désobéissance. Donc penser la désobéissance à la norme implique de se placer dans une perspective juste naturaliste. Alors le droit de la désobéissance, hein, si on reprend quelques aspects chronologiques, c'est effectivement construit à partir des théories du droit naturel qui admettent cette possibilité du droit illégitime sans toutefois l'encourager. Hein, c'est pas, ils n'encouragent pas nécessairement la désobéissance, mais effectivement, c'est tout à fait possible. C'est possible cette incompatibilité entre le droit naturel et le droit positif. Par la suite, ce droit de résistance, il s'est émancipé des théories justnaturalistes. Il a trouvé des relais dans des figures bien connues de la désobéissance. Effectivement, peut-être que le sujet, spontanément, quand vous l'avez vu, vous avez eu des personnes en tête, hein, des relais, des figures connues de la désobéissance. Gandhi, Martin Luther King.
Thoreau. Thoreau qui sera le premier donc à théoriser la désobéissance civile parce que il va écrire ce petit manuscrit qui s'appelle Résistance au gouvernement civil en 1849, qui sera rebaptisé de la désobéissance civile. Alors je vous le rappelle en passant pour ceux qui ne situent pas bien Henry Thoreau. En juillet 1846, il est emprisonné pour avoir refusé, en signe d'opposition à l'esclavage et à la guerre contre le Mexique, de payer un impôt à l'État américain. Donc effectivement, il refuse de payer l'impôt, il refuse de se soumettre à l'impôt. Pourquoi? Parce que cet impôt sert justement à financer la guerre contre le Mexique et l'esclavage. Et donc il estime effectivement que c'est contraire à des principes supérieurs de morale, et donc il refuse de s'acquitter de l'impôt. Il va être incarcéré. Et il va écrire ce petit manuscrit qui est, si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, je vous le conseille, ça se lit très vite, c'est très fin, mais la teneur est vraiment extrêmement riche. Et donc c'est le premier, voilà, à théoriser la désobéissance civile. Désobéissance qui, bien sûr, va refaire surface dans les écrits des philosophes libéraux de la seconde moitié du XXe siècle. On pense à Rogan Habermas, à John Rawls, John Rawls, par exemple, la théorie de la justice, Habermas, l'éthique de la discussion, droit et démocratie. Ils envisagent la désobéissance et l'envisagent d'une manière pas très libérale finalement, mais qui peut étonner au prime abord. Dans la pensée de ces auteurs, la désobéissance est envisagée dans un état de droit, dans un contexte démocratique, mais surtout comme un moyen d'améliorer le droit par la dénonciation et la stigmatisation des lois iniques. Et si on reprend une formule de John Rawls, il nous dit en fait que la désobéissance, elle est efficace pour parfaire le droit d'une société presque juste. Alors, certes, la désobéissance aurait des vertus, certes, la désobéissance pourrait être tolérée. Mais quelle forme prend-elle, cette désobéissance? Finalement, il nous faut faire une typologie des actes contrevenants. En effet, donc, les désobéissants, terme générique, si vous me pardonnez, ils peuvent faire acte de désobéissance civile, on y pense assez spontanément, mais ils peuvent également faire acte de résistance, de révolution, voilà, ou bien s'identifier comme des lanceurs d'alerte, ou encore des objecteurs de conscience. Et on peut aller même plus loin dans la typologie des actes de désobéissance en pensant à tous les sujets de droit qui vont refuser d'appliquer un texte ou qui, il n'y a pas réellement de refus d'ailleurs, qui n'appliqueront pas un texte parce qu'ils le considèrent comme désuet. Or, toutes ces manifestations de transgression de la norme, elles ne doivent pas être traitées de la même manière et toutes ne nous intéressent pas ici au premier plan. Alors effectivement, le citoyen qui décide de s'affranchir de la loi désuète, parce qu'il considère le texte illégitime et donc va enfreindre la règle de droit, son geste, pour autant, ne s'accompagne pas d'une volonté de réforme ou d'un message politique. Finalement, il a plutôt une volonté de faire appel au bon sens. Si l'on prend un exemple de lois désuètes qui n'ont pas été respectées, c'est un exemple qui vous a certainement déjà été donné parce que finalement on le voit partout et on le prend souvent. C'était une ordonnance qui datait de 1800 et cette ordonnance interdisait aux femmes le port du pantalon. Très bien. Sauf que cette ordonnance, elle ne sera abrogée qu'en 2013. Et donc jusqu'en 2013, les femmes qui ont porté des pantalons, contrevenaient à cette norme. Pour autant, on sent bien effectivement qu'il n'y a pas nécessairement de geste politique lorsque le matin, ces femmes, mettaient un pantalon. Donc, on laissera cette hypothèse de côté. L'objecteur de conscience, lui, effectivement, il refuse de se soumettre à une norme parce qu'elle est contraire à ses valeurs morales, à ses principes. Alors récemment, pour ancrer l'objecteur de conscience, les débats sur l'objection de conscience s'est surtout focalisé sur les mères qui refusaient de célébrer des mariages entre personnes de même sexe, ou encore des médecins qui refusaient d'appliquer la législation sur l'avortement ou la fin de vie. Donc effectivement, par leurs gestes, ils se placent bien en contradiction avec la loi. Pour autant, est-ce qu'ils contestent la légitimité du texte en tant que tel? Pas réellement. Est-ce qu'ils souhaitent que le texte soit modifié et que la législation évolue?
Pas réellement, pas fondamentalement dans l'expression de leurs gestes. Alors bien sûr, ils ne sont pas d'accord avec ce texte. Bien sûr, ça les place en contradiction. Il y a une contradiction entre le droit positif et ce qu'ils devraient faire et leur étalon de valeur et ce qu'ils pensent qu'il soit juste d'être fait ou non. Mais pour autant, si vous voulez, les objecteurs de conscience, ils s'octroient eux-mêmes une dérogation à la loi, une exception à la loi. L'objection de conscience, elle est empreinte de morale, mais il ne s'agit pas d'un acte de désobéissance vertueux en démocratie parce que l'idée, c'est pas de faire progresser le droit. On laissera de côté, enfin, le résistant ou le révolutionnaire, qui lui aussi va transgresser la loi, mais va souvent s'inscrire dans une démarche plus globale, parce que le résistant ou le révolutionnaire, ce qui veut faire basculer, en fait, c'est tout un système, tout un gouvernement, l'organisation du pouvoir, et donc il ne dénonce pas une norme en particulier, il veut effectivement renverser, détruire un pouvoir en place. À rebours donc de ces hypothèses qui ne nous retiendront pas plus longtemps, on va se consacrer aux actes du désobéissant, donc la désobéissance civile, et à ceux du lanceur d'alerte. Dans les deux cas, l'individu agit et se positionne à l'encontre du droit qu'il dénonce. Il va révéler, il va alerter l'opinion publique sur un dysfonctionnement du droit, l'idée étant d'agir pour améliorer le système juridique. Alors le désobéissant, il s'inscrit dans cette perspective, il condamne une norme particulière qui serait illégitime parce qu'elle serait contraire à des principes supérieurs de morale. Il entend donc ne pas s'y conformer, enfreindre la loi, l'idée étant que le texte inique apparaisse comme tel aux yeux de tous. Il s'agit donc de mettre au grand jour une anomalie pour la faire émerger et pour faire émerger une contestation généralisée, une contestation qui s'est propagée dans l'ensemble du corps social. Alors, l'histoire en offre de multiples exemples. J'en citerai qu'un qui est aussi celui qui a été choisi par Anya lorsqu'elle a fait l'affiche de cette conférence, qui bien sûr représente Rosa Parks, qui en Alabama en 1955 a refusé de céder sa place dans un bus à une personne blanche. Donc voilà, donc un exemple parmi d'autres, mais c'est celui-ci aujourd'hui qu'il fallait citer. Alors la désobéissance civile, elle a été définie par John Rawls. On va garder cette définition en tête. Il s'agit d'un acte public, non violent, décidé en conscience, mais politique, contraire à la loi, et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou dans la politique du gouvernement. Mais la désobéissance, donc, elle peut prendre également d'autres formes, et ces dernières décennies, mais en réalité, c'est pas uniquement ces dernières décennies, parce que ça a existé depuis très très longtemps, mais on en parle beaucoup depuis ces dernières décennies, s'est développée une nouvelle figure qui est celle du lanceur d'alerte. L'alerte éthique, c'est une forme de désobéissance, puisque celui qui révèle les informations va commettre un acte de dénonciation à l'égard donc d'une situation qui présente un danger grave et collectif, et information qui est destinée donc à informer, pardonnez-moi la redondance, il veut informer donc les personnes habilitées à le prendre en charge ou le dénoncer auprès de la collectivité dans son ensemble. Il s'agit donc de permettre la sanction des responsables et la correction de la situation dangereuse. L'alerte éthique aujourd'hui revêt une pluralité de situations, mais on distinguera, de manière assez classique d'ailleurs, l'alerte qui est donnée dans le milieu professionnel et l'alerte éthique qui est menée dans un cadre associatif ou par un collectif et qui traduit souvent un certain militantisme. Alors l'alerte peut intervenir dans le cadre professionnel. Effectivement, un salarié peut dénoncer les pratiques ou les choix de son employeur, un fonctionnaire, les décisions prises par une collectivité ou l'administration centralisée. La dénonciation, ici, s'apparente à la désobéissance, à des ordres donnés par la hiérarchie, ou à tout le moins, en tout cas, c'est un manquement à une obligation informelle de loyauté et de solidarité. Alors dans la sphère professionnelle, on y reviendra, mais le lanceur d'alerte dispose aujourd'hui d'un statut légal qui est issu de la loi Sapin 2 de 2016. D'autre part, la figure du lanceur d'alerte, elle sera mobilisée en dehors du cadre professionnel. L'alerte éthique ici sera citoyenne, elle sera souvent fondée sur des convictions personnelles
exercés dans un contexte militant. On dénonce là encore des actes dont ces individus ont connaissance pour sensibiliser le grand public à leur cause. Par exemple, les associations qui vont agir en violation de la loi pour obtenir et révéler des informations qu'elles estiment fondamentales pour le grand public. Pour vous donner un exemple concret, on peut penser à l'association L214, donc qui dénonce les maltraitances animales et qui a été condamnée pour complicité d'atteinte à la vie privée des salariés en raison des images tournées à l'abattoir de Mauléon, à l'insu donc des salariés. Donc ici, il s'agissait d'enfreindre la loi pour capter des images insoutenables et alimenter le débat public sur ces questions. Donc on le voit notamment avec ce dernier exemple, l'illégitimité de la norme est susceptible de provenir de la règle de droit qui sera dénoncée, donc non appliquée, mais également du contexte dans lequel s'exerce la contestation. En effet, alors les désobéissants peuvent refuser d'appliquer un texte en particulier parce qu'ils jugent ce texte, cette norme, la règle qu'elle contient, comme étant intrinsèquement inique. C'est ce à quoi on pense vraiment spontanément et avant toute chose. Mais parfois, c'est la balance des intérêts entre une norme, entre une règle et un principe moral supérieur qui justifiera que le droit soit écarté et qu'il soit bafoué pour la défense des valeurs défendues. Et donc si on prend le dernier exemple que je vous ai donné avec l'association L214, elle va ici bafouer, ou en tout cas porter atteinte au droit à la vie privée des salariés. Est-ce que ça signifie que l'association L214 dénonce la protection de la vie privée? Je ne le crois pas. En réalité, ici, elle estime que porter atteinte dans ce contexte à la vie privée des salariés est une atteinte qui doit être tolérée parce que finalement, derrière, le but poursuivi est de pouvoir dénoncer les maltraitances faites à ces animaux dans cet abattoir. Donc il apparaît que la désobéissance est un ressort de la démocratie et donc dans une certaine mesure, il serait nécessaire de désobéir à la norme illégitime. La question est posée, la réponse est donnée. Faut-il y désobéir? Réponse oui. Toutefois, cette désobéissance, elle doit rester marginale et elle doit rester cantonnée. Parce qu'on ne peut pas systématiquement remettre en cause l'ordre établi. La désobéissance, elle doit être encadrée par le droit. Mais la position du juriste face à la désobéissance, elle est quand même assez ambiguë, parce qu'il s'agit quand même d'actes de transgression, d'actes illégaux, et pour lesquels leurs auteurs encourent des sanctions. Donc le législateur doit composer avec ces actes qui concourent au progrès social et qui se trouvent précisément à la frontière de ce que le pacte social peut concéder. Donc le droit aborde une position en demi-teinte, et c'est ça que je vais essayer de vous montrer, en ce que le droit tolère parfois les actes de désobéissance, ce sera la première partie de mon intervention, et ensuite je vous montrerai également dans une seconde partie que le droit même encourage la désobéissance dans d'autres situations. Donc voilà le balancement qui va être proposé. On verra que parfois la désobéissance est tolérée et parfois la désobéissance est même encouragée par le droit. Donc la désobéissance est tolérée à l'égard de la norme illégitime. Alors avant toute chose, et avant de vous développer cette idée que la désobéissance est tolérée, l'idée de tolérance implique que, bien évidemment, parfois des poursuites sont engagées et parfois des peines sont prononcées. Et la clémence des juges n'est pas toujours de mise. Effectivement, si on prend des exemples, vous en avez très certainement entendu parler, Chelsea Manning, qui avait transmis à Wikileaks les documents confidentiels de l'armée américaine, pour laquelle elle travaillait, a été condamnée à 35 ans de prison, puisqu'elle a été inculpée de chef d'espionnage et de 20 autres chefs d'accusation. Donc 35 ans de prison quand même. Bon, après, elle a été... finalement, elle en a fait 7, il me semble, et puis elle a été graciée. Mais plus proche de nous, les actes de fauchage de parcelles de maïs transgéniques, dont José Bové est l'une des figures de proue, ont pu aboutir à des condamnations. Donc des condamnations, oui, il y en a quand même. Voilà, il faut quand même le dire. On ne va pas éluder et dire qu'effectivement le droit tolère toutes les atteintes. Néanmoins, il existe une certaine tolérance qui résulte en fait de deux phénomènes.
Vous l'aurez compris, comme tout bon juriste, ces deux phénomènes vont constituer le A et le B, si vous voulez, enfin, en tout cas les deux temps de cette première partie. Le premier phénomène, c'est qu'il n'existe pas de texte général d'incrimination qui permette eh bien, de sanctionner le désobéissant. Et d'autre part, lorsque c'est le cas, lorsqu'effectivement des poursuites sont possibles, le droit fait parfois preuve d'une certaine mansuétude. Donc tout d'abord, effectivement, on va s'intéresser à la question des incriminations et on va voir qu'il n'existe pas d'incrimination générale sanctionnant la désobéissance. Alors, on est plutôt en matière pénale, hein, on parle d'incrimination, etc. Alors, je sais que vous êtes en licence, alors j'imagine sur les 3 niveaux. Donc, certains d'entre vous ont peut-être déjà fait du droit pénal, d'autres non. Donc, les prérequis sont pas les mêmes. Donc, je vous rappelle, là on est en droit pénal, je vous rappelle, ou je vous en informe d'ailleurs, qu'en droit pénal, il y a un grand principe qui est le principe de la légalité des délits et des peines, et qui signifie en fait, de manière très vulgarisée, mais simplement pour que le propos soit plus simple à comprendre, qu'en réalité, pour qu'on puisse vous poursuivre d'une infraction, il faut qu'un texte existe. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une règle de droit qui sanctionne ce comportement expressément. Pourquoi? Parce que finalement, le principe, c'est la liberté, et bien, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, il faut qu'il y ait un texte qui l'interdise. Bon, cela étant dit, donc l'idée là, c'est justement de dire, mais eh bien, pour la désobéissance, et notamment la désobéissance civile, on va y revenir, il n'y a pas de texte d'incrimination générale. Et donc, parfois, les poursuites donc, ne sont pas possibles. Alors, certains actes de désobéissance, là encore on va éluder cette difficulté, certains actes de désobéissance entraînent directement la violation d'un texte de loi, et notamment d'une norme pénale. Voilà, quand vous commettez certaines, si on reprend l'association L214, ici il y avait atteinte à la vie privée, bien effectivement il y a des textes en matière pénale qui sanctionnent cela, donc là on a un texte, donc on va avoir des poursuites possibles. Donc la répression est facilitée, puisque les sanctions encourues figurent dans le texte d'incrimination. C'est un corollaire du principe de l'égalité, effectivement. Il faut non seulement qu'un texte prévoie le comportement prohibé, mais le texte prévoit également les sanctions encourues, les sanctions maximales encourues. Ces agissements, donc, s'ils sont constitutifs d'une infraction pénale, la responsabilité des auteurs pourra être engagée. Mais dans un certain nombre de circonstances, les actes de désobéissance peuvent ne correspondre à aucune infraction. Et donc là, la mise en œuvre des sanctions sera délicate, notamment sur le plan pénal. Pourquoi? Parce que la désobéissance, alors c'est pas nécessairement un élément de la définition, mais on le retrouve sous la plume de plusieurs auteurs. Souvent, la désobéissance, et souvent, d'ailleurs, l'idée que vous en avez de la désobéissance civile, il y a une idée de non-violence, voilà, d'action non violente, d'action pacifique. Et donc, eh bien, techniquement, il est difficile de faire tomber ces actes sous le coup de la loi pénale, puisqu'un certain nombre d'incriminations exigent, en droit pénal, la violence ou l'atteinte au bien. Voilà, ce sont nécessaires pour qu'une infraction soit constituée. De la même manière, hein, le délit de rébellion qui existe au code pénal nécessite une résistance violente. Et donc, on ne peut pas utiliser ce texte eh bien, s'il n'y a pas cette résistance violente. Et si des incriminations existent quant au refus d'obéissance, effectivement, il y a dans le code de la justice militaire et à l'égard eh bien, des militaires une sanction en cas de refus d'obéissance du militaire à l'ordre donné, certes, mais qui se justifie là par la nature des fonctions. En réalité, c'est parce qu'il s'agit de militaires et donc ils sont soumis à une certaine discipline. Mais un certain nombre d'actes de désobéissance eh bien, ne vont pas tomber sous le coup de la loi pénale. Donc on constate une absence d'incrimination qui c'est finalement plutôt rassurant dans un état de droit. Pourquoi? Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, la liberté doit demeurer le principe, et donc finalement des dissidences ou l'expression d'un désaccord ne peuvent pas faire l'objet d'une répression systématique. L'idée, c'est que le désobéissant qui joue le jeu de la démocratie, finalement, eh bien, ne puisse pas être sanctionné. Le désobéissant appartient à une minorité éclairée, une minorité de sages, qui dénoncent la loi inique, qui espèrent réveiller la conscience endormie de ses concitoyens.
Et donc, effectivement, une incrimination ne sera pas toujours possible. Mais parfois, l'incrimination est possible, c'est-à-dire qu'on peut engager des poursuites, mais pour autant, on s'aperçoit au stade de la répression, et bien au stade de la sanction, qu'il y a une certaine modération à l'égard du désobéissant. Donc c'est le deuxième temps de cette première partie. On passe donc là au stade de la sanction, c'est-à-dire qu'effectivement, il est possible d'engager des poursuites, mais le droit va modérer la répression. Alors pourquoi et comment interviennent cette modération et cette tempérance à l'égard du désobéissant? Alors en premier lieu, cette modération, elle est le fait des autorités et elle va permettre en fait d'entraver le but poursuivi par le désobéissant. Je vous l'ai dit, la désobéissance, elle implique la recherche de la mise en action de la répression. L'auteur voit dans les poursuites judiciaires l'opportunité d'être confronté à un juge et donc l'opportunité de débattre de ses arguments. Il cherche aussi une certaine médiatisation. Effectivement, si on veut que l'idée se propage, il faut éveiller les consciences, etc. Donc il y a une recherche voilà, de publicité de l'acte, etc. Et finalement, neutraliser la répression, eh bien, ça revient à ignorer le désobéissant. Et donc finalement à anéantir l'efficacité de son action. Ce qu'il cherche le désobéissant, c'est à se faire connaître. En ne poursuivant pas, en laissant ses actes dans le silence, eh bien finalement on neutralise son action. Donc ça peut être une volonté politique finalement. Alors une modération qui s'exprime de diverses manières. Le législateur peut avoir lui-même neutralisé l'infraction. Le législateur peut avoir dans un texte de loi prévu que tel ou tel comportement eh bien, n'est pas constitutif d'une infraction et n'est pas passible de sanctions pénales. Je vous donnerai juste un article. Bon, je peux vous donner l'article, mais je suis pas sûre que ça m'intéresse beaucoup. Mais un exemple qui est l'introduction d'un article au CESEDA, au CESEDA, qui prévoit donc que ne peut pas être pénalement poursuivie la personne physique ou morale qui fournit des conseils ou un accompagnement juridique, linguistique ou social ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire aux personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Donc là, on vient poser une immunité. Effectivement, l'aide ou l'assistance aux étrangers et aux personnes migrantes sur le territoire national, eh bien, ce sont des actes qui ne sont pas répréhensibles par les instances judiciaires. Ensuite, autre manière de modérer la répression, c'est le principe de l'opportunité des poursuites. Le principe de l'opportunité des poursuites, donc là, ça nécessite que vous ayez quelques notions en procédure pénale. Donc, je vise encore moins d'étudiants que tout à l'heure avec mon droit pénal général. Le principe de l'opportunité des poursuites, donc là, je fais une petite parenthèse. Il y a deux principes, le principe de l'égalité des poursuites, le principe de l'opportunité des poursuites. En droit français, c'est le principe de l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire que lorsqu'une infraction est constatée, lorsque des faits infractionnels sont dénoncés, une enquête va pouvoir être ouverte, on va pouvoir, pourquoi pas, avoir des doutes sur l'identification d'un potentiel auteur de l'infraction. Et donc, à un moment donné, on va saisir le procureur de la République pour savoir si, eh bien, on poursuit l'enquête et on poursuit l'auteur de l'infraction ou le potentiel auteur de l'infraction, tant que sa culpabilité n'est pas reconnue, bien sûr. Et il faut savoir que le procureur de la République eh bien, peut très bien décider de ne pas poursuivre. Il peut décider de ne pas poursuivre. C'est le principe de l'opportunité des poursuites. Donc, dans ce cadre-là, là encore, on a un levier qui permet de désamorcer toute répression et donc d'entraver l'action du désobéissant. Le désobéissant, finalement, eh bien, met en quelque sorte le juge au défi d'appliquer la loi à son encontre. Là encore, hein, cette idée qu'il cherche une médiatisation et que finalement, en ne poursuivant pas, eh bien, le procureur de la République, le ministère public, eh bien, anéantit toute forme de publicité. Alors, soit on ne va pas poursuivre du tout, soit, ce qui est aussi parfois le cas, on poursuivra, mais on poursuivra pas tous les auteurs. Ça arrive, ça a été le cas notamment dans
les actions de fauchage des parcelles de maïs transgéniques, où parfois les actions ont été menées de manière simultanée par quelques centaines d'individus et où des poursuites ont été engagées, mais à l'encontre que de quelques individus. Et donc on a un exemple même en jurisprudence qui illustre bien cette idée de la recherche de médiatisation et en même temps des pouvoirs publics qui peuvent être amenés à restreindre ces poursuites. C'est un arrêt qui a été rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 2007 qui concerne le fauchage de ces parcelles et où justement, alors des poursuites avaient été engagées à l'encontre de 9 protagonistes de mémoire et en fait, il y a 230 autres faucheurs qui comparaissent volontairement et on refuse. On refuse puisque ce qu'on veut éviter justement, c'est la médiatisation, etc. En soi, il y avait déjà médiatisation, vous allez me dire. Et enfin, autre élément, autre manière de modérer, le juge peut parfois être clément dans les sanctions prononcées. Parfois, oui, on va aux poursuites, on va au jugement, on estime que l'infraction est bien caractérisée, et pourtant, les sanctions prononcées vont être assez peu importantes, voire on peut très bien déclarer coupable un individu et le dispenser de peine, ce qui est, sur le plan symbolique, quand même très très fort. La modération, elle intervient aussi de la répression, la modération de la répression intervient également dans un autre cadre. C'est-à-dire que parfois, la répression va être modérée parce que les plaideurs, une fois qu'ils sont en justice, une fois qu'ils ont médiatisé leurs actions et qu'ils débattent de leurs actions, essaient de les justifier. Et ils vont recourir à un certain nombre d'arguments juridiques pour essayer de justifier. Alors, ils ont deux solutions. Soit ils font appel à la théorie des faits justificatifs. La théorie des faits justificatifs, là encore, c'est du droit pénal général. La théorie des faits justificatifs, c'est l'idée que effectivement vous avez commis une infraction pénale qui est caractérisée, les éléments constitutifs sont bien présents. Et pourtant, on va neutraliser la répression. Pourquoi? Parce que vous avez un fait justificatif, quelque chose qui permette de justifier. Alors, il y a plusieurs faits justificatifs, et vous en doutez bien, c'est assez encadré, parmi lesquels celui que vous connaissez tous, que vous ayez fait de droit pénal ou non, la légitime défense. La légitime défense, effectivement, vous pouvez très bien commettre un acte répréhensible, mais pour autant, on neutralise parce que vous étiez en état de légitime défense, où il y en a d'autres, et notamment l'état de nécessité. L'état de nécessité, donc, c'est un fait justificatif qui a pu être invoqué justement par des désobéissants en disant qu'ils n'avaient pas d'autre choix, il n'y avait pas d'autre moyen d'agir face à un danger actuel et imminent. Alors, souvent, ça n'a pas prospéré en justice, c'est l'acte de nécessité, notamment parce que souvent, les désobéissants, on a du mal à retenir le fait qu'ils ne disposaient pas d'autres moyens d'expression pour faire entendre leur voix. C'est le cas sur les faucheurs OGM, là encore, où le juge dit mais peut-être que pour faire entendre votre voix, il y avait d'autres moyens que d'aller faucher des parcelles de maïs. Alors au contraire, on a un exemple assez récent en jurisprudence, c'est un jugement du tribunal correctionnel de Lyon de février 2019, où là, ce sont 2 militants écologistes qui ont été relaxés, du coup, alors qu'ils étaient donc poursuivis du vol de chef en réunion. Ils avaient décroché en mairie un portrait présidentiel, donc d'Emmanuel Macron. Vous en avez peut-être entendu parler dans la presse qu'on appelle les décrocheurs de Macron. Donc l'idée, ce sont des militants écologistes qui, un peu partout en France, se sont rendus dans les mairies, ont discuté avec les secrétaires de mairie pour expliquer leur démarche, se sont introduits donc dans les locaux, ont décroché le portrait présidentiel d'Emmanuel Macron et ces portraits, ensuite, ils sont destinés à être exhibés, notamment dans des marches, etc., pour le climat. L'idée étant, derrière, bien sûr, l'idée étant de signifier l'inaction climatique du gouvernement et le non-respect des engagements de la France en matière climatique. Donc, ont été jugés ces 2 militants écologistes, et justement, alors le juge ne dit pas que c'est un acte, ne dit pas qu'ici il y a un état de nécessité, mais il y a des éléments de langage qui laissent penser à cela. Donc il parle jamais d'état de nécessité, mais il a quand même
une argumentation juridique qui est assez intéressante. Et il dit « La soustraction du portrait d'Emmanuel Macron doit s'entendre comme le substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple. » Et donc, ici, hein, bien sûr, le vol en réunion est caractérisé, mais pour autant, les prévenus ont été relaxés. Alors, c'était un jugement qui avait été rendu, je vous l'ai dit, par le tribunal correctionnel de Lyon. Depuis, la solution a été infirmée en appel et les militants ont écopé de peine d'amende. Mais c'est assez intéressant sur la progression, notamment du dialogue social, etc. Et puis, d'autres éléments sont mis en avant par les désobéissants, notamment des principes supérieurs et des droits fondamentaux. Effectivement, vous le savez, là, pour le coup, les désobéissants vont invoquer des principes supérieurs, des droits fondamentaux, notamment la CEDH, l'article 10 de la CEDH, qui protège le droit à la liberté d'expression, et vont essayer de justifier, en fait, de leurs actions par ces principes. L'idée, si vous voulez, étant de faire émerger un conflit de normes, et on essaie de mettre en œuvre, voilà, un contrôle de proportionnalité, de bénéficier de la protection constitutionnelle ou conventionnelle du droit à la liberté d'expression ou d'autres principes de ce type et supralégislatifs pour justement essayer de se défendre. Et sur l'article 10 et le droit à la liberté d'expression, effectivement, on a des exemples. J'en citerai un seul qui, là, est aussi assez récent et surtout très, enfin, il me semble éclairant. C'est un arrêt, là, pour le coup, de la chambre criminelle de la Cour de cassation, donc c'est plus un jugement correctionnel, hein. Chambre criminelle de la Cour de cassation, 26 février 2020. Ici, il s'agissait d'une militante qui appartenait au collectif des Femen. En 2014, elle avait participé à une action au musée Grévin. Elle s'était donc dénudée la poitrine, ce qui est un peu la marque de fabrique des Femen, et sur laquelle elle s'était inscrite un message politique. Elle avait renversé la statue de cire du président russe et elle lui avait enfoncé un pieu recouvert de peinture rouge dans la tête. Dans cet arrêt était en cause l'infraction d'exhibition sexuelle. C'est ça qui est en cause. Et la question, c'est de savoir, voilà, est-ce que l'infraction est constituée. Donc les juges de la Cour de cassation, ils raisonnent en deux temps. Ils estiment tout d'abord que les faits relèvent bien du délit d'exhibition sexuelle, quand bien même l'intention de leur auteur était dénuée de toute connotation sexuelle. Alors, pour les pénalistes, l'apport de la décision, il est là. Pas pour moi, en tout cas pas pour ce qui m'intéresse aujourd'hui avec vous, mais retenez-le. C'est-à-dire que la Cour de cassation vous dit, oui, ici, il y avait bien exhibition sexuelle. Mais dans un second temps, et au visa de l'article 10 de la CEDH, justement, elle nous dit, la relaxe de la prévenue n'encourt pas la censure, dès lors que ce comportement s'inscrit dans une démarche de protestation politique et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression. Et donc, au nom de la liberté d'expression, le droit tolère l'acte de désobéissance de cette militante. Donc l'infraction est constituée, mais elle est justifiée par la liberté d'expression. Et effectivement, liberté d'expression qui, toujours dans les affaires des décrocheurs de Macron, a pu aussi être remobilisée depuis. Donc là encore par un tribunal correctionnel, c'est le tribunal correctionnel d'Auch, ou d'Auch, je n'ai jamais su prononcer le nom de cette ville et je m'en excuse, mais ce tribunal correctionnel qui a relaxé 5 prévenus le 27 octobre 2020, donc décrocheur de Macron, encore une fois, mais c'est vraiment une opération qui avait été faite en simultané dans plusieurs villes, donc forcément les poursuites il y a plusieurs décisions qui portent sur ces questions-là. Et là, le tribunal correctionnel, se place sur le terrain de la liberté d'expression et va neutraliser l'infraction de vol qui pourtant était constituée. Donc on a ici un fondement qui permet quand même, dès lors que ça s'inscrit dans un débat d'intérêt général, de pouvoir justifier un certain nombre d'actes contrevenants. Donc le droit organise une certaine tolérance, puisqu'il ne va pas toujours sanctionner les comportements désobéissants. Mais plus encore, et c'est l'objet de la partie 2, et je tâcherai d'être moins longue, rassurez-vous, le droit encourage parfois la désobéissance. Donc parfois le droit encourage la désobéissance, donc on est au stade au-dessus, si vous voulez. Tout d'abord, le droit protège les désobéissants,
c'est une manière d'encourager la désobéissance que d'instaurer un système de protection du désobéissant. C'est ce qui nous intéressera tout d'abord, hein, c'est le cas notamment des lanceurs d'alerte. Et dans certaines situations, peut-être plus marginales, mais qui existent, le droit impose la désobéissance. Donc tout d'abord, le droit protège les désobéissants. C'est le cas des lanceurs d'alerte qui, effectivement, vont être amenés à révéler des faits constitutifs d'un danger ou d'une situation anormale et qui agissent soit dans une sphère professionnelle, soit à titre militant, mais notamment dans le cadre professionnel, désobéissent à l'obligation de loyauté qu'impose l'appartenance au groupe. Et donc, effectivement, la peur du licenciement, la peur des représailles peut être un élément dissuasif. Dans le même temps, la révélation de ces informations, elle peut relever de l'intérêt général. Si on pense par exemple au scandale sanitaire du Mediator, qui avait été dévoilé par Irène Frachon. Donc l'idée, dans la balance de ces intérêts, eh bien, c'est que le juge et le législateur, le juge puis le législateur, sont intervenus pour protéger le désobéissant, qui est le lanceur d'alerte. Et donc finalement, il s'agit là d'un moyen d'encourager les révélations. Alors cette protection, elle a d'abord été jurisprudentielle. Elle a émané avant tout de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a ensuite été relayée par les juges internes. Effectivement, là, c'est encore le fondement, c'est l'article 10, hein, c'est le droit à la liberté d'expression. La CEDH a affirmé donc la protection que devaient recevoir les lanceurs d'alerte, qu'ils soient fonctionnaires, donc secteur public, ou bien salariés du secteur privé. C'est intervenu voilà, en 2008-2010. Position qui par la suite a été relayée par la Cour de cassation, dans le cadre de son contrôle de conventionnalité. Cour de cassation qui a estimé que les salariés avaient un droit au signalement des conduites et des actes illicites lorsqu'ils étaient de bonne foi, et que ces actes étaient de nature à entraîner des sanctions pénales, et que dans ce cadre, ils ne pouvaient pas faire l'objet d'un licenciement. De surcroît, donc, la protection, elle trouve aujourd'hui des ancrages législatifs. Donc, elle a été d'abord l'œuvre du juge, sous l'impulsion de la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça a ensuite été retranscrit donc au niveau législatif. Donc, je vous le disais en guise d'introduction, le lanceur d'alerte aujourd'hui bénéficie d'un statut légal qui a été instauré par la loi Sapin 2, donc de décembre 2016. Mais avant cela, avant cette loi de fin 2016, en réalité, il y a plusieurs lois qui étaient déjà intervenues depuis 2007 et qui visaient en fait à instaurer un régime de protection, mais à chaque fois de manière ciblée, c'est-à-dire dans un domaine ou dans un autre. Donc on avait, voilà, par exemple, suite à l'affaire du Mediator, c'est un texte de 2011 qui instaurait donc au Code du travail l'interdiction de toute sanction à l'égard de la personne qui révèle des faits donc en matière de sécurité sanitaire des produits. Donc finalement, c'est le législateur qui est intervenu avec cette loi, la loi Sapin 2. Cette loi, elle s'intitule, je vous donne juste l'intitulé, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Elle va généraliser l'alerte éthique dans le milieu professionnel. Alors, il faut que le lanceur d'alerte soit une personne physique, il faut qu'il soit de bonne foi, qu'il agisse de manière désintéressée. Donc, elle pose des conditions, certes, mais elle vient imposer un statut protecteur. Elle vient poser également une procédure, parce que pour pouvoir bénéficier de la protection, il faudra tout d'abord prévenir le supérieur hiérarchique. En l'absence de diligence, on pourra saisir l'autorité judiciaire, administrative ou les ordres professionnels. Et enfin, à défaut de réponse, eh bien, les révélations pourront être rendues publiques, avec une procédure dérogatoire qui permet de passer par le défenseur des droits. Alors, c'est un dispositif, sans rentrer dans le détail, qui est quand même protecteur du salarié, qui serait lanceur d'alerte ici, parce que déjà il prévoit la confidentialité, ce qui n'est pas le cas de tous les dispositifs de ce type. Il prévoit une immunité pénale, il prévoit la réintégration du salarié en cas de licenciement abusif, sous réserve bien sûr que les divulgations soient nécessaires et proportionnées. Donc la loi protège le lanceur d'alerte, on lui offre des garanties, et donc le droit, ce faisant, essaie de préserver ce fameux équilibre entre ces actes de dénonciation qui seraient positifs,
et qui serait vertueux, et au contraire, eh bien, la désobéissance à la norme et la légitimité de la révélation. Au-delà de cette protection, le droit impose parfois la désobéissance, et donc ce sera le dernier temps de mon intervention, finalement, qui impose le devoir de désobéissance. Effectivement, la désobéissance peut parfois être exigée par le droit. L'affirmation peut surprendre parce qu'elle paraît en contradiction avec le caractère obligatoire de la règle et l'idée que la norme nécessairement est légitime, etc. Mais en fait, le droit admet la possibilité de sa propre illégitimité. Les hypothèses sont peu nombreuses, certes, mais elles existent et elles concernent les fonctionnaires, qu'ils soient civils et militaires. Alors, les devoirs de désobéissance, ils ont été posés dans des textes. Le devoir de désobéissance le plus notoire et le plus significatif, c'est celui des militaires. Il s'est accru en plus ces dernières années, puisqu'on est passé d'un droit à la désobéissance à un devoir de désobéissance. Effectivement, donc, cette formule, ce devoir de désobéissance, eh bien, figure dans le statut général des militaires et notamment dans une instruction de 2005 qui fixe les modalités pratiques de mise en œuvre, et on nous dit: le subordonné doit refuser un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal. Donc, c'est posé. Exigence codifiée au Code de la Défense. On admet un devoir de désobéissance du militaire en cas d'ordre manifestement illégal. Statut de la fonction publique également. Alors ça, vous en avez peut-être entendu parler si vous avez fait un petit peu de droit administratif. C'est d'origine jurisprudentielle, c'est la théorie dite des baïonnettes intelligentes, qui puise donc sa source ses origines dans une jurisprudence du Conseil d'État de 1944, la jurisprudence Lanier, qui aujourd'hui en fait est retranscrite dans le statut général des fonctionnaires. On a un devoir de désobéissance qui figure à titre d'exception, c'est-à-dire que bien sûr le statut commence par poser le principe de l'obéissance avant de nous dire tout fonctionnaire doit se conformer donc aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public. Donc 2 conditions cumulatives, bien sûr. Les ordres doivent être manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Alors toutefois, il faut le préciser pour être tout à fait honnête, c'est entendu très très restrictivement par la jurisprudence, de sorte que on a très très peu de situations qui vont permettre aux fonctionnaires de faire jouer ce devoir de désobéissance. Cette idée, c'est l'idée que vous avez peut-être vue, je le dis juste en passant, donc ceux qui ont fait du droit pénal général, ça leur parlera, ça renvoie finalement à cet autre fait justificatif qu'est le commandement de l'autorité légitime. Effectivement, le commandement de l'autorité légitime, c'est un fait justificatif qui permet de neutraliser la répression lorsqu'effectivement vous vous dites « oui, mais je n'ai fait qu'appliquer un ordre ». Et ce fait justificatif, eh bien, on précise au code pénal qu'il ne peut pas trouver à s'appliquer dès lors que l'acte était manifestement illégal. Donc il y a aussi, finalement, derrière ce fait justificatif, eh bien, cette idée que oui, mais tout n'est quand même pas admis. Alors en conclusion, et vraiment en 1 minute, et peut-être en guise d'ouverture, certains auteurs ont pu émettre l'idée d'une reconnaissance d'un droit à la désobéissance. Et qui pourrait se fonder sur l'article 2 de la Déclaration de 1789, et notamment sur le devoir de résistance à l'oppression. Bon, il s'agirait finalement, c'est un texte du bloc de constitutionnalité, mais il s'agirait voilà, de l'exploiter vraiment. À mon avis, ça n'est pas souhaitable. Pourquoi ? Parce que toutes les revendications qui sont soulevées dans le cadre de la désobéissance ne méritent pas nécessairement la tolérance du droit. Toutes ne révèlent pas une illégitimité de la norme. Et puis généraliser un droit à la désobéissance, ça reviendrait à, encore une fois, anéantir l'acte de désobéissance. Parce que si on le rend légal, cet acte de désobéissance, on ne désobéit plus, finalement, en faisant un petit raccourci. Ce qui signifie donc, effectivement, que là encore, ce que recherche le désobéissant, eh bien, on viendrait neutraliser son action. Donc couvrir de tels actes par la légalité reviendrait à neutraliser en partie leur efficacité
Et donc, le droit positif respecte aujourd'hui, il me semble, un délicat équilibre entre les intérêts à l'œuvre, bien que celui-ci soit encore largement perfectible. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie de votre attention. Ah ben, Alexis, parfait. Je te laisse la parole et juste, je tenais à remercier Camille Donguet pour son intervention et à faire la passation de témoins. Je laisse la parole à la philosophie maintenant, après avoir écouté la parole du droit. Merci beaucoup, Camille, et merci Ania. Merci pour cet exposé très intéressant, très clair, avec plein d'exemples contemporains, passionnants. Et on aurait envie, ce que je ne vais pas faire, de poser des questions sur chacun de ces exemples, en fait, pour développer. C'était vraiment très intéressant. Et je vais faire un petit lien, moi, avec mes sujets de recherche avant de poser des questions en lien aussi avec la tradition philosophique. Mais sont vraiment des questions que dans le mouvement syndical et les mondes du travail, depuis le 19e siècle, jusqu'au droit d'alerte du CSE dont il a été question, et aussi au sein des mouvements écologistes, des débuts de Greenpeace à Extinction Rébellion, par exemple, aujourd'hui, sont des questions qui sont tout à fait centrales et qui se sont vraiment relancées ces dernières années, comme d'ailleurs vous l'avez montré. Alors, il y aurait vraiment beaucoup de questions, peut-être que j'en reposerai après, sur les rapports entre droit et démocratie d'un point de vue philosophique, le rapport de proportion entre fin et moyen, l'éthique professionnelle, les critères du progrès social. Bon, alors ce que j'ai décidé de faire, c'est de me tenir à deux ou trois questions à partir d'une référence qui peut être intéressante, je pense, pour les étudiantes et étudiants, et qui, à la fois, est très liée à ce que vous avez dit et peu souvent discutée en fait en philosophie du droit, en philosophie politique. C'est Locke dans le second traité du gouvernement civil, qui est un des premiers théoriciens de ce qui s'est appelé plus tard, à partir de Thoreau, la désobéissance civile, et qui, permet sans doute de formuler mes questions, puis en même temps, pour les étudiants, de faire le lien vers cette référence très importante du libéralisme politique. Et après, à partir de Locke, je poserai deux, trois questions, surtout sur le rapport entre caractère individuel et collectif de la désobéissance, et sur les critères qui entrent en jeu dans la modération du juge à l'égard de l'acte de désobéissance. Et peut-être aussi, mais je voudrais pas être trop long, peut-être aussi pour vous inviter à développer votre conclusion sur cette question de faut-il ou pas rendre légal et instituer finalement cet acte de désobéissance. Locke aussi a un argument à ce sujet. Alors, je vais vraiment être rapide sur Locke, c'est surtout pour les étudiants, pour vous dire que c'est une référence importante et intéressante pour penser à l'articulation entre philosophie du droit et philosophie politique. C'est le premier théoricien en philopolitique à parler de droit de résistance dans les deux derniers chapitres du second traité du gouvernement civil. Et c'est aussi, Camille l'a rappelé, c'est au sein de ces théories juste naturalistes que cette tradition finalement de réflexion s'est créée. Et là, on est vraiment dans une théorie qui part du droit naturel pour finir, dans les deux derniers chapitres du second traité, par une justification assez audacieuse de la désobéissance civile. L'argument de Locke, il est assez simple, et il renvoie à un des arguments que vous avez dit, du point de vue de mouvement de protestation et de contestation politique, c'est au fond, quand il y a désobéissance collective contre un gouvernement injuste, ou même une décision injuste, ou elle-même illégitime ou illégale, tout ça peuvent être des critères du gouvernement. Au fond, ce n'est pas vraiment le peuple qui désobéit, c'est le gouvernement qui a désobéi. Et donc, ça c'est son argument général, en disant, la résistance du peuple est légitime, elle se fait au nom de la fondation de l'ordre civil.
Et donc, le droit de résistance est à la fois conforme à la loi naturelle, mais au fond, c'est une espèce, quand il est légitime, de refondation du contrat social, au fond, ou d'appel à une refondation du contrat social quand le gouvernement agit de manière illégitime. C'est pourquoi, pour lui, la désobéissance ne doit pas être reconnue dans la loi, donc ça renvoie à votre conclusion, mais elle constitue une possibilité qui joue le rôle de principe politique et qui fonde en retour l'ordre de la société politique et même l'ordre juridique. Autrement dit, c'est parce que cette désobéissance est possible, dans certains cas, et elle doit être collective, eh bien, que, que l'ordre juridique est légitime, et c'est au nom de cette légitimité-là que le peuple peut se révolter. Alors, à partir de ça, qui est vraiment là que j'ai résumé très très vite, hein, c'est vraiment des chapitres très très riches et intéressants dans le cadre de la Révolution anglaise que Locke écrit. Je voudrais vous poser trois questions en lien avec ces arguments. D'abord, pour Locke, c'est vraiment très important la différence entre une désobéissance individuelle et collective. C'est un argument même qui peut être de bon sens, hein, où on peut dire bien individuellement désobéir à la loi, c'est un peu immodeste, on va dire ça, alors qu'une désobéissance collective qui fonderait finalement sa légitimité dans le fait que le sujet, que cette désobéissance soit partagée, qu'il y ait même peut-être une enquête, un mouvement et une histoire spécifique, par exemple celle du mouvement féministe ou écologiste, eh bien, constituerait un argument de légitimité. Alors, on peut penser aussi à la différence dans le monde du travail, hein. Il y a le droit d'alerte qui est collectif, il y a le droit de retrait qui est individuel, et ce sont pas du tout les mêmes cas qui sont concernés. Alors, d'abord, une question de fait, est-ce que c'est un argument qui peut entrer en compte du point de vue strictement juridique? Et puis vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à votre argumentation? Ensuite, une autre question que on peut poser en lien avec Locke, hein. Pour Locke, un des arguments, c'est un argument de fait. On ne peut pas empêcher un individu ni un peuple lésé par son gouvernement et rationnel de se révolter. Une espèce de caractère inévitable, en fait, de ça. Et ça ressemble un petit peu, m'a-t-il semblé, et c'est le début de ma question, à l'argument du tribunal de Lyon par rapport aux militants décrocheurs. C'est pas exactement pareil, mais j'essaie de faire un lien, en disant, puisqu'il n'y a pas d'autre solution praticable, puisqu'il n'y a pas d'autre médiation possible ou forme d'expression politique, alors on peut non pas justifier, mais ne pas sanctionner, même si ensuite ça a été invalidé donc, par la Cour d'appel. Est-ce qu'on peut dire, donc c'est ma question, que entre ici en jeu un argument du type c'est compréhensible, presque d'un point de vue sociologique, ce qui serait très curieux, hein, évidemment. C'est compréhensible, et donc le fait que ce soit compréhensible, eh bien, est un argument de circonstance atténuante ou un fait justificatif, si j'ai bien compris. Est-ce que ce genre d'argument-là, est-ce que c'est le sens de ce qu'a dit le tribunal de Lyon, et puis ce qui a été critiqué ensuite par la Cour d'appel, ou est-ce qu'il faut le voir un petit peu autrement? Et dernière question, mais que bon, oui, mais qui me paraît très, très intéressante, puis c'était votre conclusion rapide, parce que le temps avançait, mais c'est important. Alors, vous disiez, cette désobéissance n'a pas intérêt à être codifiée, reconnue dans la loi, et je trouve l'argument convaincant, sinon, bah, de fait, si on le généralise, ça anéantit l'acte de désobéissance. En même temps, vous renvoyez à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En philo, notamment du fait du débat entre Hegel et Marx, on parle souvent aussi de la Constitution de 1793, qui reconnaît donc dans l'article 35 que l'insurrection est un droit et un indispensable devoir. Ma question, c'est pourquoi faire la différence entre ce qui serait dans une constitution et dans la loi? C'est-à-dire le fait que ce soit institué quand même dans la Constitution, est-ce que vous pensez, est-ce que ça tombe aussi sous l'objet de votre
critique ou questionnement. Et dans ces cas-là, pourquoi le fait que ce soit dans la Constitution constituerait pas également un problème euh, conduisant à anéantir finalement la légitimité même ou le fait même de l'acte de désobéissance? Ça fait beaucoup de questions, mais c'est pour lancer la discussion. Non, 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 je vous remercie. On m'entend, ouais, je pense. Donc je vous remercie hein, pour ces questions qui sont non non qui sont enfin, on pourrait je pense effectivement on pourrait en discuter toute la journée et toute la nuit. Alors je vais essayer de revenir donc dans l'ordre des questions et d'y apporter des éléments de réponse. Donc la première question c'était sur la question de savoir si j'ai bien compris, s'il faut faire une distinction finalement entre l'acte du désobéissant individuel et la désobéissance collective, donc qui serait à l'initiative d'un groupe et qui bah, finalement serait peut-être plus légitime en tant que telle parce qu'elle serait pas l'expression d'une unique volonté un peu marginalisée. Alors si, enfin je suis tout à fait d'accord avec cela, c'est-à-dire que en réalité, oui. Enfin, c'est-à-dire que là, en fait, ça revient sur les idées aussi de consensus. C'est-à-dire que pour que, eh bien, le pacte social fasse progresser, que le progrès social s'affiche, et surtout pour qu'on puisse tolérer les dissidences, il sera beaucoup plus facile de tolérer des dissidences qui sont collectives et qui se font le relais, eh bien, finalement, de l'expression d'une partie de la population que plutôt de manière individualisée et marginalisée. Donc effectivement, ça compte, et ça compte pour le droit et pour la manière dont on va traiter la dissidence, bien entendu. Ça compte. Alors après, il y a un effet pervers qui est qu'en fait, parfois il faut que soit quelqu'un donne l'alerte parce qu'il est sachant. Bon, si on reprend par exemple le scandale du Mediator, effectivement, là, dans ce cas-là, on ne pouvait pas attendre qu'il y ait la moitié de la population qui se révolte. C'est-à-dire que parfois, il faut qu'on ait d'abord un lanceur d'alerte, quelqu'un qui lance l'alerte, qui tire la sonnette d'alarme. Et après, c'est la manière dont c'est reçu, dont c'est perçu, qui va faire qu'effectivement, ça va porter un mouvement et refléter donc une espèce de volonté générale, si on reprend un vocabulaire un peu plus philosophique. Alors comment ça se matérialise ou comment ça se concrétise devant les juges, par exemple? Comment est-ce que le juge fait la différence entre un désobéissant individuel qui seul aurait décidé d'être contrevenant et qui qui revendiquerait un acte de désobéissance ou un collectif, etc. Ça se fait notamment par la notion de débat d'intérêt général. La notion de débat d'intérêt général, elle est très importante, notamment dès lors qu'on invoque l'article 10 de la CEDH. Dès lors qu'on invoque l'article 10 de la CEDH, donc le droit à la liberté d'expression, qui est un argument qui est invoqué assez facilement par les plaideurs dans ce contexte-là, en disant certes, c'est au nom de la liberté d'expression que j'ai agi ainsi, c'est au nom de la liberté d'expression et en tant que lanceur d'alerte que certes, j'ai commis une infraction d'abus de confiance ou d'escroquerie pour justement obtenir des informations, mais au nom de la liberté d'expression. Et le juge, lorsqu'il met en œuvre l'article 10 et le droit à la liberté d'expression, va faire une balance des intérêts, un contrôle de proportionnalité, et intervient comme condition le fait que l'information relève d'un débat d'intérêt général. Et derrière, finalement, cette idée de débat d'intérêt général, il y a cette idée que, quand même, c'est quelque chose qui est controversé, qui est discuté, et donc qui nécessite ou qui justifie qu'on mette en lumière et qu'on alimente ce débat, parfois, effectivement, en portant atteinte à une norme. Voilà. Donc, sur cette première question, voilà, c'est plutôt l'idée du consensus. Effectivement, ça sera apprécié différemment. Après, devant les juges du fond, en matière pénale, la difficulté, c'est que le militantisme en soi n'est pas une circonstance prise en compte. C'est-à-dire que lorsqu'on a un contrevenant qui se présente devant le juge, il ne peut pas arguer du fait qu'il l'a fait pour une cause militante. C'est-à-dire aussi louable soit la cause, ça n'est pas pris en considération, on ne prend pas en compte les motifs.
Donc, a priori, dans ce cadre-là, non. Maintenant, le juge, eh bien, lorsqu'il va prononcer une peine, va aussi l'individualiser. Et donc, à ce titre, et là, pour le coup, c'est beaucoup plus difficile à mesurer, eh bien, va adapter la peine aux circonstances, etc. Et pourquoi pas, en son fort interne, eh bien, mettre en balance le fait que peut-être c'était aussi un acte militant, peut-être que derrière, il y avait une volonté de bien faire, en tout cas une intention louable. Mais ça, c'est difficile à mesurer. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment le contrôle de proportionnalité avec ce débat d'intérêt général qui permet de justifier effectivement un certain nombre de choses voilà, les décrocheurs de Macron ont réussi à rentrer sous l'article 10. Au visa de l'article 10, l'arrêt de la chambre criminelle sur la Femen, où vraiment, voilà, ça permet eh bien, ça permet de justifier cela. Deuxième question. Alors, j'ai écrit, on ne peut pas empêcher un peuple de se révolter. Oui, alors c'est à savoir, est-ce qu'il n'y avait pas un fait justificatif qui est justement de dire, mais l'idée, c'est que c'est finalement presque instinctif, presque dans la nature humaine, que de se révolter lorsque on estime que c'est nécessaire. Effectivement, vous faisiez référence à la motivation du tribunal correctionnel de Lyon, qui, pour justement relaxer les décrocheurs de Macron, disait le dialogue est impraticable entre le président de la République et les citoyens sur cette question. Et donc, est-ce que ça serait pas une manière, eh bien, d'exonérer les justiciables de peine. Alors, il faut savoir quand même que cette motivation du tribunal de Lyon, bon, alors elle a été remise en cause par la cour d'appel, hein, mais au-delà, la motivation était assez audacieuse et assez peu juridique. Voilà. C'est-à-dire quand on la lit, il y a des développements entiers où effectivement, on sent que, mais le juge, je pense, l'a fait en conscience, hein, c'est-à-dire que on sent bien que l'argument juridique, il est peu présent et que bon, le juge s'en remet presque à la cour d'appel. Hein. Et donc, effectivement, bon, c'est difficile à entendre pour le droit qui a besoin de sécurité quand même. C'est-à-dire, on ne peut pas des actes contrevenants. Il faut quand même partir du principe que ça reste des actes contrevenants et que la désobéissance, les actes de désobéissance, ne peuvent être qu'à la marge. Bien sûr, ils doivent être tolérés, mais dans certaines conditions, à la marge, etc. Et donc, les faits justificatifs, oui, ils peuvent être mis en place, en exergue, notamment l'état de nécessité. Ça serait vraiment l'état de nécessité. Et il l'est, hein, parce que il me semble, vous avez dit, est-ce que parfois on peut pas dire oui, mais quand même là, il n'avait pas d'autre choix. C'est précisément l'état de nécessité. État de nécessité qui, enfin, pour les étudiants qui n'ont jamais pratiqué cette théorie, ce fait justificatif, l'idée de l'état de nécessité, un des exemples typiques qu'on donne dans l'état de nécessité, c'est la mère de famille qui n'a pas les moyens d'acheter du lait pour nourrir son bébé et qui risque à très court terme, eh bien, soit d'avoir une dénutrition sévère, soit de décéder, et qui donc va voler quelques litres, un peu de lait, juste ce qu'il faut bien sûr, hein, pour nourrir son enfant. Et on a dégagé cet état de nécessité, donc dans ce contexte, dans un contexte vraiment avec cette idée qu'il n'y a pas d'autre moyen et qu'il y a un péril imminent. Et c'est là que le droit peut tolérer cela. Mais précisément, eh bien, on ne tolère pas au-delà. Voilà. C'est les limites juridiques, mais voilà, qui se conçoivent parce que c'est l'équilibre tout entier. C'est-à-dire qu'ouvrir un peu trop la porte aux actes contrevenants, bien sûr, c'est s'exposer à ce à ce que ça soit invoqué en permanence. Donc c'est aujourd'hui le, l'argument ouvert et l'idée, hein, voilà, c'est l'état de nécessité, mais uniquement lorsqu'il y a pas d'autre moyen de faire et lorsqu'il y a un péril imminent. Et pour ces deux éléments, deux conditions nécessaires à l'application du texte, on se rend compte que, par exemple, sur l'inaction climatique, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen. Quand vous allez décrocher un portrait de Macron en mairie,
si, il y a d'autres moyens nécessairement de lutter contre l'inaction climatique du gouvernement. Voilà, c'est un moyen comme un autre, mais il y en a d'autres. Et surtout, le péril imminent, jusqu'ici, on ne reconnaît pas. C'est-à-dire qu'effectivement, le réchauffement climatique, etc., est bien un péril. Est-ce qu'il est imminent ou actuel au sens du droit? Non, pas vraiment. C'est la raison pour laquelle, en fait, sur la théorie des faits justificatifs, c'est compliqué. Et donc, aujourd'hui, on va plus sur le débat d'intérêt général pour essayer de justifier ce genre de choses. Voilà. Et puis, la troisième question, c'était la question relative à la légalisation, finalement, de la résistance à l'oppression, si on se fonde sur l'article 2 de la DDHC, ou en tout cas, la légalisation de la désobéissance. Alors, de manière générale, hein, c'est effectivement ce que je disais, ça me paraît peu praticable en droit positif, à la fois parce que ça serait effectivement enfin, contrevenir à la volonté des désobéissants qui est de désobéir. Et au-delà, ça me semble difficilement praticable en droit parce que là encore, c'est ouvrir une porte qui peut facilement être une boîte de Pandore. C'est-à-dire, il faudrait quand même bien le circonscrire. Mais vous posiez la question, surtout au-delà, sous l'angle de la reconnaissance, de savoir où est-ce qu'on pourrait le reconnaître. Alors, spontanément, j'ai évoqué l'article 2 de la DDHC parce que finalement, on a déjà un droit de résistance à l'oppression qui figure dans ce texte, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, donc qui a valeur constitutionnelle. Et donc, il suffirait que le juge constitutionnel s'en empare, en fait, pour lui donner du contenu. Donc, ça serait simple. Ça serait symboliquement fort parce que justement le consacrer dans les strates constitutionnelles, c'est les strates les plus hautes de la hiérarchie des normes, et puis parce que finalement c'est peut-être que là où c'est sa place, parce qu'il s'agirait quand même d'un droit à l'oppression, et est-ce qu'on n'est pas ici dans un droit fondamental? Est-ce que et donc si c'est le cas, de manière assez classique, les droits fondamentaux sont plutôt consacrés dans les strates supérieures. Mais pourquoi pas un texte législatif qui soit dans un code, alors je sais pas quel code, peut-être dans le code pénal qui assure une immunité, une impunité aux actes de désobéissance. Je sais pas, ça me semble là encore difficilement praticable à ce stade-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y avait mais peut-être c'est toi, Anya, qui avait dit que tu pourrais, ou je peux le faire, comme tu veux, répercuter les remarques et questions des Oui, étudiants. alors déjà, je m'adresse aux étudiants. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que oui, surtout que il me semble que les échanges entre juristes et philosophes ont fait naître d'autres remarques qui seraient utiles de formuler. Alors, une question de Célia, et ensuite Alexis et Kémy prendront la suite. La question de Célia, quand on parle de désobéissance civile, personnellement, je pense à des règles de droit illégitimes, pardon, comme le régime de Vichy ou l'esclavage. Est-ce qu'aujourd'hui, il arrive encore que des lois illégitimes soient promulguées avec une vision peut-être un peu restreinte en France en particulier? J'ai une petite idée de réponse, moi, mais je me tais pour l'instant. Euh, oui, alors effectivement, donc spontanément, oui, penser au régime de Vichy, c'est une très bonne. Enfin, en pensant aux normes illégitimes, penser au régime de Vichy, c'est une très bonne, c'est un très bon, enfin, c'est avoir un très bon réflexe, puisqu'effectivement, hein, vous le savez, à la fin du régime de Vichy, un texte est paru pour dire que effectivement tout ce qui avait été adopté dans ce cadre n'était pas, enfin, ne répondait pas justement aux critères du gouvernement légitime, et donc derrière, ça a permis également un certain nombre de condamnations de fonctionnaires, dignitaires, etc., qui ne pouvaient pas se dédouaner justement sur le commandement de l'autorité légitime comme fait justificatif. Alors après, sur votre question à proprement parler, qui est celle de savoir si aujourd'hui on adopte encore des normes illégitimes, alors là, j'avoue que en plus Annie a dit qu'elle avait une idée, donc j'imagine qu'elle a un texte en tête auquel visiblement je ne pense pas. Alors, je ne serais pas capable de ressortir les textes, mais je pense. Alors, c'est parce que je suis niçoise, c'est sur vos conseils que j'y pense. Et si vous mobilisez vos souvenirs du cours d'introduction à la philosophie du droit de l'année dernière, vous y repenserez les DOL2.
je pense à l'affaire Cédric Herrou et au délit de solidarité. Parce que c'est vrai que le Conseil constitutionnel a eu à intervenir pour censurer une loi pénale qui allait beaucoup trop loin dans l'entrave à la solidarité, puisque le simple fait, effectivement, de venir en aide à des personnes entrant ou séjournant de façon irrégulière sur le territoire français, alors que c'était dans un but purement humanitaire, eh bien, je crois que c'est Jean-Pierre Delvoye qui veut intervenir, c'est ça? Ah, j'ai cru, pardon, excusez-moi, j'ai cru entendre parler. Et donc, le Conseil constitutionnel a censuré cette loi pénale qui allait beaucoup trop loin et a consacré, pour la première fois, eh bien, un devoir de fraternité. Et donc, cette décision, alors vous en avez peut-être parlé en droit constitutionnel, les étudiants, elle est extrêmement remarquée. Et on peut le dire, il y a eu un acharnement quand même judiciaire sur Cédric Herrou. Il a comparu plusieurs fois au TGI de Nice, puisque lui a poursuivi dans sa désobéissance, puisqu'il a été animé par une intention humanitaire pour venir en aide à une population en détresse. D'accord. Et donc, à mon sens, je trouve que c'est un exemple particulièrement fort et représentatif, ancré dans l'actualité. Et on a peut-être eu l'occasion d'en parler d'ailleurs pour le premier séminaire philo-juridique sur État, justice, migrants, Alexis. Donc je pense à cet exemple, et je ne sais pas si Célia, si ça vous parle, si ça répond un petit peu à votre question. Et ce ne serait pas une vision restreinte, pour le coup. Ce ne serait vraiment pas une vision restreinte, d'autant que le droit était illégitime, et en plus, il y avait une forme d'illégalité, puisque le Conseil constitutionnel a censuré. Donc c'est que la loi n'était pas conforme à une norme fondamentale. Camille, tu confirmes peut-être mon analyse. Bien sûr, bien sûr. C'est un exemple. Alors moi, en plus, vraiment, Cédric Herrou, ça a fait partie, quand on avait discuté du sujet il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est une des premières figures qui m'est venue en tête. Après, on peut discuter parce que, à mon sens, Cédric Herrou, il est entre la désobéissance civile et l'objecteur de conscience. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'a pas forcément voulu être médiatisé à la base, c'était pas bon, ça l'a été par la force des choses et puis parce que derrière effectivement d'autres se sont fait le relais et à juste titre effectivement. Alors effectivement le Conseil constitutionnel est intervenu. Pour le coup, la loi n'a pas été promulguée. Alors oui, pour ce qui est du délit de solidarité, alors ça remonte du coup à quelques années, mais il y a eu une première version de l'incrimination qui a été censurée, donc qui a été réécrite. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Je croyais que c'était un contrôle a priori, mais non, là pour le coup, il me semble que c'était. C'est un posteriori. Ok. Il y a Jérémy Sicot donc, qui évoque le cas de la sécurité globale, si tu veux peut-être dire un mot. Alors pas beaucoup, non, enfin pas beaucoup plus que ce qu'en pense. Enfin, effectivement, pourquoi pas la loi de sécurité globale. On le voit, ça engendre un certain nombre de réactions chez la part des citoyens, du grand public, qui effectivement, on a vu toutes les manifestations qui ont pu être organisées pour justement contrer cette loi et essayer de faire en sorte qu'elle ne voit pas le jour. Après, alors, je ne rentrais pas, effectivement, j'y aurais pas pensé spontanément non plus pour répondre à mademoiselle Bastard qui posait la question parce que je cherchais quelque chose de vraiment illégitime. Alors que la loi de sécurité globale, sans laisser apparaître un quelconque avis sur ce texte, il est très contesté. Est-ce que pour autant, ça en fait une loi intrinsèquement illégitime? Enfin, voilà, il y a aussi cette idée, mais on le voit justement, c'est à partir de quand l'illégitimité est-elle si flagrante que elle en devient insupportable? Et à quel moment, au contraire, on peut ne pas être d'accord avec un texte, estimer qu'il va trop loin, qu'il entrave les libertés, etc. Et en même temps, c'est-à-dire qu'elle soit illégitime en son fort interne, sans pour autant qu'on estime qu'elle soit légitime pour tous. C'est quelque chose qui est difficile à exprimer finalement, mais voilà, la loi de sécurité globale, elle m'est illégitime. Pour moi, est-ce qu'elle est légitime au nom de tous les Français? Je ne sais pas.
Alors, du Un, coup, je fais le lien. Alors, pardon, excuse-moi, Alexis. J'allais faire le lien pour te donner la balle, justement. J'allais dire, en fait, là, on touche du doigt une des grandes problématiques normativité et légitimité, particulièrement dans ton sujet. C'est-à-dire à quel moment on est juste dans le désaccord démocratique et à quel moment on est dans la dénonciation de l'illégitimité. Parce que dans ce cas-là, il suffit de dire qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose pour dénoncer l'illégitimité. Sauf qu'il y a peut-être évidemment un critère de discrimination entre les deux. Et là, je me retourner vers le philosophe pour peut-être nous éclairer. Bah, par exemple, si on veut effectivement justifier cette distinction, on peut renvoyer par exemple à la théorie de Habermas, dont droit et démocratie, quoi, qui dit qu'effectivement, c'est la norme démocratique qui doit être aussi bien du côté de l'ordre juridique que des institutions politiques, que de la société civile, la même, et la norme, mais que ça conduit justement à la nécessité que ce ne soit pas la même chose, le débat démocratique dans les institutions comme dans la société civile, et les normes de droit. Son argument, c'est de dire il faut qu'il y ait un lien, que par exemple une protestation sociale ou des débats ou un débat d'intérêt général justement, eh bien puisse avoir la possibilité de transformer la loi, possiblement, voilà, qu'inversement des changements dans l'ordre juridique puissent être discutés dans l'espace public. Il faut absolument que ce soit deux choses distinctes, ce qui fonderait justement cette différence-là. Il n'est pas possible de confondre une décision de délibération démocratique et des normes de légitimité juridique. Ce serait un peu comme tout à l'heure sur les rendre légales la désobéissance civile, ce serait au fond contrevenir à la possibilité même en fait d'une transformation sociale de la loi et d'un contrôle démocratique de la loi, si c'était la même chose. Bon, voilà une idée. Sur la sécurité globale, moi, ça me faisait penser à une autre question parce que, alors, le Conseil constitutionnel a été saisi, je crois, mais il n'a pas rendu d'avis, sauf erreur. Bon. En tout cas, je crois que c'est le gouvernement même qui l'a saisi face à la contestation. Mais en plus, il y a eu des avis aussi au niveau européen. Alors, au niveau international, il y a eu l'ONU, il y a eu le Conseil de l'Europe, je viens de vérifier ça. Évidemment, pas la Cour de justice européenne, c'est pas, sauf erreur du tout, de son, enfin, dans ses prérogatives. Mais ça peut, à partir de cet exemple et de cette remarque, faire entrer en compte ce droit international, au fond. Comment faire entrer dans toute cette discussion le fait qu'il maintenant il y a des éléments de droit qui sont supranationaux. Est-ce que peut-être il y a des exemples qui pourraient être pertinents? Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le caractère légal, constitutionnel de la désobéissance? Là, en tout cas, il y a eu un discours sur le caractère légitime ou pas de l'article 24 de la loi de sécurité globale par le Conseil de l'Europe. Je connais pas très bien cette question. Alors, effectivement, il y a cette question de l'imbrication, en fait, l'imbrication des ordres juridiques externes dans le nôtre. Oui, enfin, je sais pas si ça répond à votre question, mais cette idée que finalement, le Conseil de l'Europe, qui agit aussi notamment par le biais de la Cour européenne des droits de l'homme, mais bon, pas a priori, bien sûr, a une influence et une influence décisive sur le droit interne. Elle est un petit peu délicate à expliquer en matière enfin, sur le Conseil de l'Europe parce qu'en réalité, c'est une influence qui est plus, comment dire, ils n'ont pas de pouvoir de contrainte particulier sur l'ordre interne, mais en réalité, c'est une influence qui est médiatique beaucoup. Et parce qu'on sait que derrière, si jamais le Conseil de l'Europe déjà prévient que ça ne passera pas, on sait qu'effectivement, parce qu'en plus c'est un texte qui est très controversé, très vite les juridictions vont être saisies et que très vite on va être condamné. Parce que, du coup, il n'y a pas de difficulté là-dessus, et que donc très vite il va falloir réformer le texte. Et donc il va falloir revenir en arrière. Alors, si on le sait dès le début, effectivement.
ça n'a que peu d'intérêt, sauf à vouloir résister, mais de manière, c'est-à-dire de manière frontale. C'est-à-dire à ce moment-là, on le montre qu'on veut résister, et donc pourquoi pas, ça peut fonctionner. Hein. C'est arrivé en Italie notamment, où ils ont réussi à résister. Et donc à la fin, c'est la CEDH qui a plié. Mais a priori, c'est compliqué. Et comme le signale Anya sur le chat, la résistance, elle vient parfois des juges internes. C'est-à-dire parfois on n'a pas besoin de monter jusque devant la CEDH, puisque les juges internes peuvent aussi appliquer les articles de la Convention dans le cadre d'un contrôle de conventionnalité et vont montrer, enfin les plaideurs vont s'en saisir et les juges internes directement, effectivement, vont censurer. Enfin, je pense que c'était aussi le sens de la remarque d'Anya. C'est-à-dire, tu as raison, mais ça marche dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que pour mettre en lien ce que tu viens de dire avec la question d'Alexis, et ensuite on ne dira pas qu'il y a Jérémy qui a posé une question aussi, parfois la CEDH, la jurisprudence de la CEDH, permet de remettre en cause des normes illégitimes internes. Je me donne un exemple tout bête, je renvoie là encore à mon cours pour ceux qui ont déjà assisté, l'arrêt Mazurek avec la question de l'enfant naturel, la France qui traitait donc, de façon très discriminante un enfant naturel par rapport à l'enfant légitime, et là c'est assez intéressant parce qu'on a mis en abîme la question de la légitimité. Eh bien, malgré cela, encore dans les années 2000, on continuait à avoir des décisions contraires à l'intérêt de l'enfant et contraires à la jurisprudence européenne. Et donc la résistance des juges, elle peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire dans le sens de vouloir insister sur une norme qui pourtant apparaît illégitime et de continuer à l'appliquer, et en même temps, au contraire, d'invoquer des normes fondamentales et supranationales pour remettre en cause et améliorer le droit interne. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, alors, je fais tout de suite le relais de la question de Jérémy. Jérémy nous demande, peut-on considérer que le prolongement de l'état de crise sanitaire serait un abus des prérogatives du gouvernement et que les confinements et couvre-feu seraient des entraves au droit fondamental de liberté de déplacement? Jusqu'où peut-on aller avant la dictature de la santé? Alors, je me permets juste du coup de mettre en lien avec le sujet, parce que voilà, c'est vrai que depuis quelques jours, peut-être que vous avez lu les journaux, Jérémy, c'est ça qui vous inspire la question, on a par exemple des restaurateurs qui appellent explicitement à la désobéissance civile et qui disent qu'il faut réouvrir les restaurants, désobéissez à la loi. Et il y a encore très peu de temps à Poitiers, un monsieur se promenait dans les rues de Poitiers en tapant avec une cuillère sur une casserole en disant désobéissez, désobéissez, réouvrez les restaurants. Donc, pour faire le lien avec l'actualité et le sujet. Alors là, pour le coup, c'est plutôt une question presque de droit constitutionnel. C'est-à-dire que là, je sais pas si je suis légitime à répondre. C'est compliqué parce qu'en réalité, ce que vous invoquez, enfin, les confinements et les couvre-feux seraient des entraves au droit fondamental, de liberté de déplacement. Tous les droits fondamentaux tolèrent des atteintes. Les textes mêmes qui consacrent les droits fondamentaux prévoient leurs propres limitations. Et c'est justement dans ce cadre-là que on va établir un contrôle de proportionnalité où justement des atteintes sont tolérées parce que oui, on peut jamais consacrer un droit de manière totale et illimitée, mais il faut que les atteintes elles soient proportionnées. Et donc la question que vous vous posez, il me semble, c'est celle-ci, c'est de savoir si ici on n'a pas atteint au bout d'un moment justement cette disproportion. Est-ce qu'on est toujours dans la proportion entre d'un côté les intérêts de protection, de protection de la santé, protection des citoyens, etc. Et de l'autre côté, la liberté de déplacement que vous évoquez, donc la liberté d'aller et venir, derrière il y a la liberté d'entreprendre, pourquoi pas. Voilà, si on pense à ces restaurateurs et à cet appel à la réouverture le 2 février. Donc ça, c'est une question éminemment sensible, éminemment politique. Est-ce que du coup, enfin, oui, si est-ce que sont légitimes ces appels à la désobéissance? Ils méritent d'exister, il me semble. Et là encore, en réalité, ils participent d'un débat d'intérêt général. Mais on est vraiment sur une balance des intérêts et effectivement, on pourrait considérer que ce sont des abus et que c'est abusif. Et la question s'était posée, hein, d'ailleurs, là elle se pose dans le cadre sanitaire,
mais suite aux différentes vagues d'attentats qu'on a pu connaître, il y a eu des états d'urgence qui n'étaient pas des états d'urgence sanitaires, mais des états d'urgence tout court, qui avaient été mis en place, puis reconduits, etc. Et on s'était posé la question, est-ce qu'on va pas basculer dans un état d'urgence permanent, etc. Et justement, quelle est la limite à cet état d'urgence? La question, elle se pose aujourd'hui. Euh, voilà, il y a un côté, voilà, il y a un côté politique. Et puis, effectivement, il est difficile de parler d'abus. Anya est en train de l'expliquer sur le chat. À partir du moment où, par contre, c'est légitime d'un point de vue formel. C'est-à-dire, effectivement, ce sens de la légitimité que j'exclus au tout début. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de production de la norme, production des règles de droit, c'est incontestable. Et donc, c'est une décision politique, sachant que ces politiques-là, précisément, ce sont ceux qu'on a élus. Voilà, si on veut vraiment faire peut-être un raccourci. Maintenant, est-ce que parce que ce sont des politiques qu'on a élus, toutes les normes sont légitimes et aucune ne prête à discussion? Non, bien sûr. Donc voilà, je suis désolée de ne pas avoir une position plus tranchée sur cette question-là. Je ne sais pas si Anya ou Alexis ont des éléments à partager. Un petit mot de rebond, éventuellement. Bon, d'abord, sauf erreur, il y avait eu des discussions sur le caractère non constitutionnel. Enfin, il y a eu une censure partielle de la loi d'état d'urgence sanitaire par le Conseil constitutionnel sur 2 points. Je me rappelle plus trop. J'ai été re-regarder là un peu bon, sur Internet, on va voir, mais il y a eu un débat et c'était notamment la question des données personnelles, il me semble, Oui. qui était mise en avant. Plutôt que et donc finalement une question pas tellement spécifique en réalité à cette loi d'état d'urgence et aux limitations de déplacement. Et il y a eu encore quelque chose récemment, donc il y a eu semble-t-il un petit débat constitutionnel ou même juridique sur le fait alors là c'est vraiment de mémoire, de rendre obligatoire l'attestation du gouvernement quand on sort. C'est-à-dire c'était légitime, légal, constitutionnel, sans problème, de dire qu'il y avait des critères spécifiques dans la période, mais par contre, d'exiger que ce soit le papier qu'on télécharge sur Internet qui soit la preuve et notre justification, il semble que ça, c'était problématique. Et donc, après coup, en fait, ça a été invalidé en disant, on ne pouvait pas vous demander que votre seul justificatif valable soit cette attestation sur l'honneur du gouvernement. À vérifier. En revanche, sur cette question qu'est-ce qui est légitime ou pas d'un point de vue démocratique, encore une fois, je pense que un des problèmes intéressants euh, et très difficiles, c'est cette question de qu'est-ce qui doit rester extérieur à la loi, mais qui influence la loi, ou qu'est-ce qui doit pas l'être. L'argument d'Habermas étant, à mon avis, bon, très, très juste, et après ça pose plein d'autres problèmes, hein, c'est-à-dire de dire il faut que des processus de légitimation ou de délégitimation de la loi restent toujours possibles dans l'espace public, sinon c'est pas une démocratie au sens fort. Il faut donc, pour reprendre ton exemple, Anya, que quelqu'un puisse taper sur une casserole dans la rue, tout seul ou collectivement, pour dire je ne suis pas d'accord, qu'en pensez-vous? Et voilà. Mais en revanche, cela ne doit jamais être la même chose que l'argument du législateur lui-même ou du juge. Et en fait, c'est une question de conditions démocratiques de la transformation de la loi, quoi. Et ça est finalement assez peu discuté parce que Habermas pose ça dans Droit et démocratie. Il y a toute une théorie de la démocratie radicale, disons, qui nous dit que la démocratie doit être conflictuelle, agonistique, que c'est absolument ça qui est central, etc. Mais il y a peu de débats sur quelle forme de, euh, enfin, quelles formes d'action sont légitimes pour essayer d'influer de l'extérieur sur la loi? Voilà. Est-ce que ça a une légitimité? Voilà. C'est une question assez peu discutée. Bon, en tout cas, pour les étudiantes et étudiants, c'est vraiment cet ouvrage Droit et démocratie qui est la référence absolue là-dessus, dans les débats contemporains. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a, je pense que l'exemple de l'activisme et du militantisme associatif est parfait pour illustrer la problématique que tu soulèves, Alexis. Alors, sauf s'il y a des étudiants qui sont disposés à continuer,
Si on s'arrête là, on aura débordé donc de 11 minutes par rapport à l'heure de fin prévue du séminaire. Et en plus, on aura laissé la parole en dernier aux philosophes, après que la parole ait été donnée en premier à la juriste, ce qui permettrait de respecter une sorte d'équité en termes de partage disciplinaire. Donc, sauf s'il y a d'autres questions, et si vous êtes d'accord, Alexis et Camille, peut-être qu'on pourrait libérer les étudiants qui ont été absolument assidus et qui en plus ont prolongé les discussions avec nous et posé quelques questions après l'heure de fin du séminaire. Ça vous va? Parfait. Merci encore, Camille, et à vous, les étudiantes et étudiants. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Peut-être que Alexis et Camille, on peut rester connectés nous trois pour un petit peu débriefer. Oui. Et alors, je réponds là très rapidement sur le chat à un message en privé. J'ai bien vu, j'avais 4 heures de cours ce matin, donc j'ai pas pu vous répondre et j'ai enchaîné avec le séminaire. Je vous réponds, aucun problème. Un grand merci à vous d'avoir été connectés avec nous. Merci Camille pour ce brillant exposé. Merci Alexis pour ces échanges hyper nourris et intéressants. Et merci Ania. Merci Ania et merci à vous, merci aux étudiants aussi. Et je coupe l'enregistrement. Un goûter? J'ai loupé le goûter. Il faudra en discuter. Est-ce que cette norme sera légitimement applicable ou pas? C'est une grande question. Visiblement, ça relève de la coutume. Il y aura pas d'un goûter à la reprise du présentiel. C'est clair.